J'aime bien les professeurs qui commencent. On ne sait jamais par quel mot commencer. Certains commencent par donc, alors qu'ils n'ont rien dit avant. Certains commencent par alors qu'ils ne vont pas opposer quelque chose après. Je préfère commencer par bien. Au moins, ça pose le décor. On va essayer de faire bien les choses, si vous voulez bien. Je me présente, parce que c'est bien d'être présenté par quelqu'un juste avant. Ça met très mal à l'aise à la fois ceux qui écoutent, celui qui est présenté, et souvent la personne qui présente. Donc c'est parfaitement génial, vu que tout le monde se sent très très bien. Donc je me présente à vous, je m'appelle François-Marie Porte. Comme vous l'avez entendu, donc j'ai un doctorat de philosophie. Et en fait, le problème, c'est que quand les personnes entendent cela, d'un coup, vous sortez un petit peu de la catégorie à peu près normale des personnes et vous entrez dans une catégorie un peu spéciale qui consiste à dire que c'est à peu près celle qui va se retrouver au chômage bientôt. Vous voyez ? Docteur en philosophie, a priori, vous êtes un parasite de la société, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien gérer votre truc, vous allez trouver des instituts qui vont accepter de vous donner des cours à faire. Et sinon, ça va être compliqué. Moi, je me rappelle très bien mes parents quand ils me présentaient au tout début. Alors que j'avais 8 ans d'études derrière moi, ils disaient François-Marie, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il se cherche. Au bout de 8 ans, il fallait commencer à se trouver un moment parce que ça allait devenir très compliqué. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a malheureusement cette idée sur la philosophie. M'a demandé de vous faire un cours d'introduction à la philosophie. C'est une question que mes étudiants, même les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, etc., me posent en permanence. Par quoi on commence la philosophie? Comment est-ce que l'on commence la philosophie? Et en fait, c'est tellement un piège, cette question, parce que celui qui la pose commence déjà à philosopher. Celui qui se pose la question de comment commencer la philosophie, en fait, est déjà en train d'essayer de réfléchir sur comment faire de la philosophie. Alors on va essayer d'éviter ce genre de méta-discours, vous voyez, de ce genre de trucs qui sont en amont, qui sont drôles, où on a l'impression de virevolter avec les concepts, etc. Et moi, je vais vous proposer une approche plutôt réaliste de la philosophie. D'accord ? Une introduction, mais réaliste. Alors, comme je ne supporte pas les choses qui ne sont pas ordonnées, je vous ai fait un plan. D'accord ? Donc, au moins, vous ne serez pas, je l'espère, vous ne serez pas trop paumé. Voilà. Et ça, ce sera pour plus tard. On verra ça plus tard. Alors, nous voyons 1, 2, 3, 4, 5. Nous nous voyons 5 fois. Il y aura 5 séances ensemble. La première séance, celle dans laquelle nous sommes rendus, ça va être l'introduction, qui va poser le décor. La deuxième séance, on va analyser le désir de connaître. Et ensuite, les 3 séances qui vont suivre, ça va être ce que j'appelle les 3 épreuves philosophiques à traverser, si jamais on veut s'aventurer dans l'aventure de la philosophie. La première épreuve, c'est la mort. La deuxième épreuve, c'est ne pas tout connaître. Et la troisième épreuve, c'est ce que j'ai appelé le règne du pourquoi, mais vous verrez, l'important d'un plan, c'est de justement tout dire sans tout vous dire. Donc vous verrez quand vous assisterez aux séances. Alors, on va commencer cette introduction justement avec cette idée que la philosophie a plutôt mauvaise presse. C'est très paradoxal. En fait, lorsque vous commencez la philosophie, lorsque vous commencez à vous intéresser à la philosophie, il y a un paradoxe inhérent à cette pratique, c'est que à la fois elle est idéalisée et en même temps elle est laissée de côté. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en raison de nos stars philosophiques. Alors, il y a un effet de starification des philosophes. Les premières stars philosophiques que vous avez, c'est tous les philosophes dont on se souvient, à savoir tous ceux qui sont morts.
Donc, c'est-à-dire que dès que vous commencez à essayer de prétendre au titre de philosophe, malheureusement, vous allez côtoyer des Maccabées. Et vous allez en permanence essayer de vous comparer à des gens qui étaient dans une autre époque, qui étaient dans d'autres situations de vie, d'autres environnements, d'autres cultures, et essayer de glaner à partir de ce qu'ils ont laissé comme écrit, donc même pas en plus à partir de leur vie et du fait de ce que l'on peut côtoyer d'eux réellement, mais à partir de leurs écrits, une sagesse, quelque chose. Et on va enquêter. Alors, il y en a certains qui veulent se rabattre plutôt vers les philosophes vivants. Et malheureusement, les stars philosophiques vivantes sont rarement les plus philosophes. Prenons quelques exemples, puisque nous sommes en philosophie, vous allez voir, nous aimons la vérité. Eh bien, il faut admettre que des stars philosophiques, on en connaît, ils sont sur certains plateaux télévisés. Vous avez par exemple Michel Onfray. Michel Onfray, qui a connu une évolution très radicale dans sa manière de penser, sans jamais dire qu'il avait évolué dans sa manière de penser. C'est un petit peu difficile de saisir, vous voyez, un courant philosophique auquel il appartiendrait, puisque finalement, hormis l'athéisme, qui est pour le coup quelque chose d'assez grand, et son côté un peu libertaire, mais qui a tendance à se calmer dans ses derniers écrits, on se retrouve face à quelqu'un qui se disait profondément de gauche au tout début, et qui aujourd'hui est interviewé par Valeurs Actuelles, et qui passe sur CNews, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qui, dans la même année, peut écrire un livre sur la beauté de la liturgie catholique, tout en sortant en même temps un livre sur le fait que Jésus n'a pas existé. Et vous voyez, c'est un homme un peu paradoxal, c'est un homme brillant par ailleurs, hein, il faut le reconnaître, c'est un homme qui a une capacité, une verve très très grande, une éloquence très forte, une ciselure de pensée qui est très très impressionnante, mais pour saisir un courant onfréiste, c'est très compliqué. Vous voyez, quelqu'un qui me dirait « je suis de l'école de Michel Onfray », j'aurais du mal à savoir ce qu'il pense, ou comment il pense. Alors que quelqu'un me dit « bonjour, je suis platonicien », ça ne court pas les rues, je vous rassure, mais on comprend à peu près ce qu'il va dire. Alors vous avez d'autres stars philosophiques qui se trouvent empégués dans, pardonnez-moi cette expression, mais empégués dans certains paradoxes à nouveau. Vous avez François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy qui a écrit Les Déshérités, vous le savez, sur l'éducation. Malheureusement, il se retrouve pris dans un parti politique, les Républicains, député européen, et en fait, on le voit petit à petit renier les différentes thèses philosophiques qu'il avait pourtant soutenues, ou les relativiser. Donc c'est-à-dire qu'on a un philosophe, quelqu'un qui se dit philosophe, et qui finalement semble dans une incohérence. Alors vous avez Bernard-Henri Lévy. Oui. Est-ce que c'est pas juste parce qu'il se confronte au réel, typiquement? Justement, on va y arriver. Ben, on va y arriver justement, parce que sinon c'est un échec de la philosophie. Enfin, pour moi, c'est un échec de la philosophie. C'est-à-dire que si la philosophie, à un moment, elle peut plus fonctionner avec le réel, bon, bah, on lâche la philosophie. C'est de la masturbation intellectuelle, on arrête. On n'a pas le temps. Voyez. Bernard-Henri Lévy, justement, plutôt collé au réel, c'est-à-dire que lui, dès qu'il va sur un plateau télévisé, il déclenche une guerre dans un pays. Hein, c'est-à-dire que lui, voilà, la Syrie, il faut y aller, l'Afghanistan, il faut y aller, la Libye, il faut y aller, la Palestine, il faut y aller, enfin, il faut y aller, en tout cas, faut qu'il n'y en ait plus, l'Ukraine, il faut y aller, voilà. Et on se dit, mais attendez, c'est quoi cette philosophie? En tant que néophyte, est-ce qu'on peut parler de philosophe pour Bernard-Henri Lévy? Est-ce qu'il a vraiment développé des concepts intellectuels ou est-ce que c'est juste une pipe? Alors, faut pas trop me lancer sur Bernard-Henri Lévy. Disons que quand quelqu'un me... En tant que néophyte, tout à fait. c'est une pompe à vélo. Tout à fait, et je pense que le néophyte a de très grandes fulgurances, et qu'il faut les garder, vous voyez, ces fulgurances-là. C'est quelqu'un qui a usurpé un titre, d'accord? Un philosophe, mais vous voyez, comme il se dit philosophe, comme moi je pourrais me dire ingénieur de la NASA, vous voyez? Et malheureusement, en fait, c'est lui qui est invité pour conseiller. Et il conseille des présidents, il conseille des gens comme ça. Un dernier, pour s'amuser encore, parce que quand même, ce sont des philosophes de notre époque, de notre pays. Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, alors lui, il est à l'Académie française de philosophie. Et quand vous regardez son cursus, il n'a jamais fait de philosophie de sa vie, il a fait de la littérature.
Et donc quand celui qui est au top du cursus n'a jamais fait le cursus, vous vous dites, oh là là, c'est un cursus qui pue cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie? Qu'est-ce qu'est devenue la philosophie, en fait? Et quand vous devez introduire à la philosophie, eh bien la majorité du temps, eh bien vous allez vous référer à quoi? À l'enseignement de la philosophie que vous avez reçu. Et cet enseignement-là, on va le voir, c'est de lui que vient le problème. Pour vous provoquer déjà plein de réactions. Hein. Mais justement, alors vous allez voir, je vais vous dire, je vais provoquer plein de réactions en vous. C'est le but d'une introduction à la philosophie. D'accord? Je me figure, pardonnez-moi ce petit orgueil, le fait d'être un petit Socrate. D'accord? Je vais essayer de vous électriser un petit peu. Alors, chez certains, l'électrocution a déjà eu lieu depuis très longtemps. Pour d'autres, ça va mettre un peu de temps. Pour d'autres, c'est certaines choses qui vont vous faire réagir. D'accord? Mais je veux juste que vous sortiez de cette introduction, qui n'est pas beaucoup, hein, c'est 12 heures, hein, de cette introduction en vous disant « Ah, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous lancer là-dedans ?» D'accord? Alors, juste un truc quand vous voulez intervenir, parce que sinon, en fait, ça fuse de partout, on va appliquer un truc très conventionnel. Vous libérez les selles, vous balancez un avant-bras. Si vous êtes très motivé, un doigt. D'accord? Mais je comprendrai un vague levé de machin. D'accord? Voilà. Finkielkraut, donc voilà, l'enseignement de la philosophie, malheureusement, en France en tout cas, je vous parle du cas français, a entraîné justement l'essor de certains philosophes comme cela. Alors pourquoi? Rappelez-vous, alors pour certains ça remonte un peu plus longtemps, et donc c'était pas la même chose, et pour d'autres c'est assez récent. L'enseignement de la philosophie remonte plutôt, la première expérience c'est au lycée. C'est au lycée, c'est en terminale, et alors là, vous allez avoir un manuel de philosophie. Vous voyez, rien que ça, normalement, un esprit philosophique qui se dit « Oh, un manuel de philosophie ». Ça veut dire que quelqu'un a pensé ce manuel. Si on a pensé ce manuel, ça veut dire qu'il y a une philosophie de ce manuel. Donc, il y a une philosophie de l'enseignement de la philosophie. Et donc, elle n'est pas neutre. Contrairement à ce que, justement, tous les professeurs, tous les ministres de l'Éducation nationale, tous les programmes, tous les inspecteurs, etc., vont vous dire. Le but, c'est de faire quoi? Qu'est-ce qu'on lit dans les manuels? C'est de permettre aux gens de penser par eux-mêmes. Non. Le but est d'adopter un point de vue, je vous le dis tout de suite, comme ça vous avez la conclusion tout de suite, un point de vue relativiste. C'est-à-dire un point de vue qui consiste à dire que chaque philosophie se vaut. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Regardez la preuve, vous prenez n'importe quel thème, l'inconscient, le désir, la liberté, la politique, n'importe lequel, on va vous montrer plein d'auteurs qui ont pensé cette thématique-là, et on va vous dire, bricolez-nous quelque chose, à partir de morceaux de texte de ces auteurs. Et vous voyez, vous avez certains coups de foudre à partir de certains morceaux de texte, de certains étudiants qui viennent me voir, qui m'annoncent, en licence, vous voyez, ils viennent me voir, ils me disent oh, « Moi, je suis Nietzschéen. » Moi, je regarde, je dis « Oh là, vous êtes Nietzschéen ?» D'accord? Par-delà le bien et le mal, etc. Oui, non, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la volonté de puissance. La volonté de puissance. Alors, c'est quoi la volonté de puissance? C'est le fait de s'affirmer soi-même. C'est pas du tout ça, la volonté de puissance. Et vous avez des youtubeurs comme Rochdi, vous avez des gens qui explosent sur les réseaux sociaux en faisant de la vulgarisation de la philosophie à partir de petits morceaux de la sandale d'un auteur. Et les étudiants qui sortent de la philosophie, ils vous disent quoi? Soit j'ai rien compris, soit je me suis tapé des taules à répétition sur cette matière-là parce que je ne disais pas ce que le professeur attendait, soit j'ai adoré parce que je suis tombé sur un professeur un peu charismatique, un peu etc., etc. Mais vous sortez de terminale, voilà, avec un problème là-dessus. Moi, il se trouve que mon professeur de philosophie a eu un cancer.
pendant mon année de terminale. Et j'ai eu 2 mois de philosophie avec lui. Et nous n'avons pu voir que les philosophes grecs. Il y a eu un remplaçant qui est arrivé. Il est arrivé avec Heidegger, Husserl, etc. On n'a rien compris. Rien compris du tout. Mais sauf que moi, j'ai eu la première expérience de philosophie. C'était Socrate. Et enfin, il y avait quelqu'un qui me parlait. C'est-à-dire un gars qui pose des questions et qui ne vous lâche pas le mollet tant qu'il n'a pas de réponse. Et en plus, il est un petit peu sagouin, Socrate, puisqu'il va voir des personnes qui sont les experts du domaine. Et il va voir un soldat et il lui demande, très bien, dis-moi ce que c'est que le courage. Et le soldat essaie de répondre, alors le courage c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Socrate lui fait remarquer, non, ça peut pas être ça. Parce que tu vois, si tu me dis que le courage c'est ça, en fait ça s'applique à autre chose. Or c'est pas ça que je te demande. La conversation continue, et à la fin le soldat dit, je sais pas ce que c'est que le courage. Et Socrate dit, tant mieux, comme ça nous sommes 2. Sauf qu'il y avait une différence, c'est que moi je savais que je ne savais pas. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, oh mais c'est incroyable. En plus, vous savez, quand vous êtes un peu adolescent, vous aimez bien ce côté un peu, allez, je vais aller titiller les gens, etc. Et donc je me rappelle, je m'essayais à écrire des petits dialogues socratiques alors qu'on me demandait une dissertation. Alors j'avais 4, mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'était mon truc. J'étais parti là-dedans parce que j'avais expérimenté l'année d'avant, dans l'école, le même problème que Socrate. Avec ma prof de SVT, Sciences et Vie de la Terre, prof de biologie. Et je lui ai demandé, c'est quoi la vie? Et on m'avait dit, je sais pas. Je peux te dire ce que c'est que le vivant. J'ai dit oui, ce qui vit. Super, génial. Mais c'est quoi la vie? Biologos, biologie, discours sur la vie. Il y a un moment, il faut me dire ce que c'est. Non. On peut pas. D'accord. En physique, on m'avait expliqué, alors je m'étais un peu tapé la honte, parce qu'on m'avait demandé de modéliser un éléphant qui tombe le long d'une pente. En fonction, et il fallait calculer la vitesse en fait de rotation de ce truc, en modélisant à partir d'une sphère tombant sur un plan courbe. Problème, je demande, est-ce que c'est un éléphant d'Afrique ou d'Asie? Parce que éléphant d'Afrique, des cornes courbées. Éléphant d'Asie, des cornes droites. Si ça tombe sur la pente, si c'est courbé, si c'est dans le sens de la pente, ça fait un rebond. Si c'est pas dans le sens de la pente, ça a du mal à tomber dedans. Si c'est un éléphant d'Asie, encore pire, ça se plante dedans, ça s'arrête, bref, ça marche pas. Tout le monde se fiche de moi, évidemment. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas tout à fait dans la même manière de penser. Après, j'avais bien compris, évidemment, que ça modélisait une réalité. Mais il fallait bien comprendre que dès que je suis arrivé en terminale et que j'ai eu cette expérience de Socrate, je me suis dit, on pose des questions, on me donne des réponses. Ou alors on m'en donne pas. Après ça, je me suis retrouvé, alors parce que mes parents, quand je leur ai annoncé que je voulais peut-être faire de la philosophie, mettez-vous à leur place. La panique. Imaginez, je ne sais pas si vous voyez les étudiants actuellement qui sont avec Parcoursup et compagnie, c'est absolument l'horreur. C'est-à-dire que l'étudiant qui dit bonjour, je veux faire de la philosophie, c'est le jus de chaussette terminé. Et donc ils essaient de me trouver une école de philo bien, qui ne soit pas la fac. Ils n'avaient qu'une seule peur, c'est que je me paume à la fac. Vous comprendrez pourquoi après. Et ils m'ont trouvé l'IPC. L'IPC, Institut de philosophie comparée, à Denfert-Rochereau, à Paris. Une école de philosophie et de psychologie. Elle faisait les deux. Je débarque là-dedans, je me retrouve à Athènes. Limite, les gens se baladent en toge et en tongs dans les couloirs. En tout cas, une philosophie qui n'arrête pas de se questionner. Et alors, on réfléchit, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est? Il y a des scientifiques de l'observatoire de Denfert-Rochereau qui viennent faire des conférences pour parler des étoiles, des galaxies, des machins, comment ça se passe, l'astrophysique. Très bien, nous on réfléchit, qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Bref, confronté au réel. La médecine, il y avait un chercheur comment on appelle, bref, il nous avait montré des découpes de cerveau pour nous expliquer comment ça fonctionnait le système neuronal, etc. Bref, on était confrontés en permanence à la réalité.
Et on devait complètement se remettre en question. C'est-à-dire que quand vous arrivez, bonjour, en plus, si vous êtes chrétien, vous voyez, vous êtes chrétien, vous vous dites très bien, l'homme, il a une âme. Qu'est-ce que c'est qu'une âme? Déjà, vous êtes largué, vous voyez. Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu? Et ainsi de suite. Plein de questions où vous étiez obligé de vous remettre un peu en question. Après cette licence-là, je me dis, je continue. Et je vais en master à la Sorbonne. Autre ambiance. On quitte les toges et les tongs. Et là, on arrive à un moment de ma vie qui n'a pas été facile. C'était un bon petit désert pendant 2 ans. Je vous donne mon premier cours à la Sorbonne. Je m'étais mis au premier rang parce que je voulais suivre et je n'avais pas peur des postillons. Je comprends que vous vous mettiez un petit peu loin. Parce qu'il faut toujours éviter ce genre de choses. Je m'étais mis là et il y avait un grand tableau blanc. Là. Et le professeur arrive dans le fond de la classe. Alors, il faut savoir, quand on est professeur de la Sorbonne, oh, je règle mes comptes, c'est pas bien, mais il faut le faire. Quand on est professeur à la Sorbonne, quand on a des lunettes, on les met pas comme nous, débiles, qui voulons mieux voir. Ah, c'est formidable. Très bien, j'espère que ça va durer tout le cours. Vous les mettez pas donc à carnet, comme tout le monde le met. Vous ne les mettez pas à mi-nez, vous les mettez à tiers-nez. Déjà... ça vous permet de ne pas voir le public et de voir vos notes. Ensuite, quand vous avez une écharpe, comme vous êtes frustré de l'adoration que les prêtres peuvent avoir, vous la mettez comme ça. Voilà, comme ça, ça vous donne l'air d'un prêtre en plus. Et il arrive dans le fond de la classe, on ne l'avait pas entendu venir, et là, il se met à dire tout haut, « Est-ce que ce tableau est blanc clair ?» Alors, j'ai fait comme certains d'entre vous, c'est-à-dire que je me suis mis un peu à ricaner. Pour ceux qui ne sont pas hyper bien réveillés, le blanc n'admet pas de nuance. D'accord? Plus foncé que du blanc, c'est du gris. Plus clair que du blanc, c'est le sketch de Coluche. Nouvel homo qui lève plus blanc que blanc. On ne sait pas ce que c'est. Et donc je me retourne pour me marrer avec mes camarades. Et là, je vois qu'il y a de mes camarades qui sont en train de faire ça. Ah ouais. Là, c'est une vraie question, ça. Et on a passé 3 mois sur cette question. À savoir si c'était nous qui constituons la couleur des choses que nous voyons, ou si c'était... c'est-à-dire, est-ce que c'est notre œil qui envoie des couleurs, ou est-ce que la couleur existait réellement? Est-ce qu'on n'était pas en train de constituer un phénomène dans notre esprit? Masturbation intellectuelle. Et en fait, il y a eu confrontation entre 2 mondes. La philosophie grecque qui avait pour vocation d'essayer de réfléchir et de se poser des questions, et la philosophie plutôt de type contemporaine qui en fait a perdu cette idée-là. Et quand les personnes commencent à vous dire voilà, moi je vais faire de la philosophie, l'arrière-fond que l'on a, c'est cette idée de gens qui en fait bavardent, parlent de concepts, font des liens entre les concepts, font des dissertations en permanence, et finalement se fichent des questions relatives au réel. Ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que finalement l'évolution de la pensée, c'est pas qu'à un moment il y a une confrontation au réel? Eh bien si. Mais s'il faut pour François-Xavier Bellamy le fait d'intégrer un parti politique pour se rendre compte qu'il y a un réel derrière des idées, eh bien c'est malheureux. Parce qu'il a été prof de philo et il l'est toujours. Et en fait, c'est le drame. C'est le drame parce que quand on connaît ce que c'est que la philosophie, eh bien malheureusement, on se rend compte qu'on est aux antipodes de ce que c'est devenu. Aux antipodes de ce que c'est devenu. Et il faut bien comprendre, quand on regarde la naissance de la philosophie, là où c'est né en Grèce. Alors la Grèce, il faut bien se rendre compte, à l'époque, comment c'est. Alors déjà, la Grèce, il y en a qui y sont déjà allés en Grèce? Ouais. La Grèce, oui. La naissance de la philosophie occidentale, parce que quand on plonge du côté des Asiatiques, le Sensei par exemple, c'est le 10e siècle avant Jésus-Christ. Exactement. Dans une réflexion Sur l'art de la guerre par exemple, c'est à la fois un manuel sur la guerre, mais c'est aussi, on peut le lire autrement,
Tout à fait. Déjà une réflexion sur soi et sur toutes les épreuves de la vie, sur comment on se comporte avec les autres, etc. Et accepter le rapport social en tant que conflit. C'est pour ça que je n'ai pas dit la naissance de la sagesse. Ok, donc on parle de sagesse plutôt du côté... C'est juste pour préciser Ouais. les mots. Hein. En fait, la sagesse, évidemment que la sagesse, elle est antérieure à la Grèce. Vous avez la sagesse pharaonique, enfin tous les Égyptiens. Je veux dire, les Égyptiens, et même vous remontez des millénaires en arrière, l'hindouisme. Vous prenez même, enfin, du côté de l'asiatique, comme vous dites, vous prenez les sagesses arborigènes, les sagesses des Indiens d'Amérique. Vous prenez, il y a plein de sagesses partout. L'homme n'a pas commencé à être sage à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Socrate est là. Non. Mais il faut bien se rendre compte que le terme de philosophie, qui ne signifie pas sagesse, on verra ce qu'il signifie plus tard, arrive en Grèce. Et il faut bien se rendre compte que la Grèce est particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une péninsule au sein de la Méditerranée, un climat plutôt sympathique, des paysages absolument magnifiques. Tout est propice à la contemplation. Tout est propice à la contemplation. Et les premières personnes qui se sont appelées philosophes, en fait, ce n'étaient pas des gens qui avaient des réponses, c'était des gens qui se posaient des questions. Et ils se posaient des questions. Alors attention, tenez-vous bien. Première question, en quoi sont faites les choses ? En quoi sont faites toutes les choses qui nous entourent ? Ça, c'est Thalès. Grand mathématicien, par ailleurs. Donc, il avait une grande sagesse, hein. Grand mathématicien. Mais sa question philosophique, c'est en quoi sont faites les choses, bon sang ? En quoi elles sont faites ? Et sa réponse me fait énormément rire. Grand mathématicien, je le rappelle, la réponse de Thalès pour en quoi sont faites les choses, est-ce que vous la connaissez ? De matière. Alors, quelle matière ? De l'eau. Grand mathématicien, sa réponse en quoi sont faites les choses ? De l'eau. Pourquoi ? Parce que toutes les choses changent. Il faut bien qu'il y ait un élément qui soit mobile à l'intérieur de tout ça. Alors quel est l'élément le plus mobile ? De l'eau. Alors d'autres vont répondre, non, c'est de l'air. D'autres vont répondre, non, c'est du feu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors imaginez pas que c'est de l'eau comme de l'eau, là. Hein. Il prend toutes les caractéristiques de l'eau et il l'applique à la matière. Deuxième question. Alors là, un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ceci ? Qu'est-ce que c'est que cela ? Vous voyez ça ? Et une question, attention, qui demande une réponse. Que sont les choses ? Et vous avez un des grands sages de l'époque justement grecque qui se pose cette question, c'est un certain Pythagore, grand mathématicien par ailleurs. Grand mathématicien. Justement, propose une réponse. Que sont les choses ? Et il va dire les choses sont des nombres. Voyons. Merci le mathématicien. Ensuite, il y a d'autres questions qui vont émerger. Qui a fait cette chose ? Qui a produit cette chose ? Qui a fait cette chose ? Alors quand je dis qui, c'est pas quelqu'un nécessairement. Mais qui cause telle chose ? Comment ça se fait que ça existe ? Et ensuite, la dernière question qui arrive, pourquoi ça existe ? Pourquoi ça existe ? Alors une fois que vous avez ça, la question que vous devez vous poser, c'est à quoi ça sert ? Super ces 4 questions. Alors je vous pose la question, à quoi ça sert de se poser ces questions-là ? D'avancer en compréhension. Ah, j'aime bien. Vous avez parlé de satisfaction. La satisfaction. Le bonheur, très bien. Le bonheur, ok. Comment ? Chercher le bien pour soi. Cherchez le bien. Mais vous vous rendez compte, ça n'est pas utile. Ça ne sert à rien. Ah si, ça sert à Ben soi. si, ça sert à se sentir bien. À se sentir bien. Mais attendez, il y a des révélations, des connaissances que vous allez avoir.
qui ne vous font pas vous sentir bien. Bien sûr que si, parce que Ah. ça permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer, mais pas forcément de vous sentir bien. Eh bien, on se sent bien quand on a avancé dans la pensée. Ah, ça va dépendre des... Je suis d'accord avec vous pour la majorité des pensées, hein, vraiment. Mais il y a des moments où vous allez vous dire, mais attendez, regardez, mais mettez-vous à la place d'un athée qui à un moment se dit, mais est-ce que Dieu existe, bon sang? Ça fait pas se sentir bien. Ça fait pas se sentir bien. Parce que quelle que soit la réponse, oui ou non, hein. Si c'est oui, ok, Dieu existe. Est-ce qu'il en a quelque chose à faire de moi? Qui je suis pour lui? Est-ce qu'il m'a voulu? Est-ce qu'il s'en fiche? Vous voyez, ça va dépendre des questions qu'on va se poser, bien évidemment. Mais vous avez raison, la majorité des questions, bah on va se dire, on va grandir, oui. Oui, justement, le but de se sentir bien, le bien, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, à partir de là... Non, mais ça, c'est la religion qui vous sauve. Vous n'avez pas le droit de me sortir ce joker-là. C'est pas philosophe, ça. Mettez-vous à la place d'un grec. Il se dit pas la volonté de Dieu sur moi. Non, non. Aristote est persuadé que Dieu existe. Oui, mais que Dieu est tellement parfait que pourquoi il regarderait la merde que je suis? Si Dieu est si bon, si Dieu est parfait, si Dieu est l'être en tant qu'être, si Dieu est le parfait en tant que parfait, la jouissance en tant que jouissance, mais pourquoi il me regarde moi? Il va pas me regarder moi, je suis un glaiseux. Et pourquoi il m'a créé alors? Mais la création, c'est vous qui le dites, qui vous a créé. Et même, s'il vous a créé, c'est peut-être par émanation du bien. Simplement par une grande émanation. C'est-à-dire qu'il est tellement, tellement bon, tellement puissant que toutes choses sont. Mais ça ne veut pas dire qu'il va vous regarder vous. Alors bonjour, comment ça va? Alors comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien, justement? Non. Pour un grec, il se dit non. Et puis même, la majorité du temps, les Grecs, ils savent qu'un dieu, c'est plutôt un bâtard. Non mais pardon, mais comment elle s'appelle Athéna, déesse de la justice, qui va quand même maudire la pauvre Médusa, qui s'est fait violer dans le temple d'Apollon. Elle s'est fait violer dans le temple d'Apollon, alors Athéna apparaît et dit « T'avais pas le droit de te faire violer dans un temple. Pour la peine, tu vas repousser tous les mecs, et à chaque fois que tu les regarderas, ils se transformeront en pierre. » Pourquoi les Grecs se disent ce genre d'histoire? Mais pour se dire, mais les dieux sont méchants. La justice des dieux, c'est pas vrai. Et justement, il y a beaucoup de philosophes qui vont dire, mais attendez, si c'est ça vos dieux, ils sont pires que des hommes. Ça peut pas être des dieux. Prométhée le sait. Par exemple, Prométhée, mais évidemment, Prométhée. Lui, le mec, il est à la porte du feu. Parce qu'il voit bien que les êtres humains, ils vont pas bien. Et résultat, il se fait punir. Mais vous voyez, quand on pose la question « à quoi sert la philosophie ?», la première réponse est « ça ne sert à rien ». Pourquoi? Parce que ça ne sert pas à autre chose que sa propre activité. La philosophie ne sert qu'à la philosophie. Regardez, le monde tourne sans philosophie, entre guillemets. Vous avez plein de gens qui font des études, qui font du commerce, qui font de l'armée, qui font machin, mais sans jamais se poser des questions. Il faut définir ce qu'on entend par philosophie. Tout à fait. Merci. Le monde ne tourne pas sans philosophie. On va y arriver, justement. Non, à nouveau, le monde ne tourne pas sans sagesse. Il y a bien des sagesses. Il y a des sagesses qui se succèdent. Ça, c'est vrai. C'est pour s'asseoir. C'est pour s'asseoir. Oh, c'est beau, j'aime bien cette métaphore. C'est pour s'asseoir. C'est pour s'asseoir, c'est pour échanger. Alors, on va y venir sur le dialogue. On va y venir. Mais d'abord, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que si vous avez commencé à faire ce cours, c'est pour rien. Non mais, ôtez-vous de la tête le fait que ça va vous aider. Si la philosophie aide, c'est par accident. Cette expression, elle est très belle. Le fait que vous appreniez par exemple qu'une personne humaine, c'est un animal raisonnable, le fait que ça vous aide dans ce que vous allez devoir faire, c'est par accident. Dans l'éducation de votre enfant. Le fait de savoir que c'est un animal raisonnable. Ça va peut-être vous aider, mais par accident. La première chose que vous allez faire, c'est vous dire, c'est un animal raisonnable. Le fait de savoir que finalement, la société politique, elle vise le bien commun. Ça va vous aider normalement à gouverner. Pas du tout. Pas du tout.
Ça va vous donner peut-être une finalité. Vous allez peut-être essayer de travailler au bien commun. Mais non. Ça ne va pas vous aider à mieux gouverner. Un médecin, par exemple, le fait de savoir qu'une personne est composée d'un corps qui est animé par un principe de vie. Le médecin, ça l'aide pas spécialement dans sa chirurgie à faire. Pas spécialement. Mais ça va l'aider peut-être à mieux vivre, ce que vous avez dit, sa chirurgie. Mais vous voyez, un grand penseur qui s'appelle Thomas d'Aquin, dominicain du Moyen-Âge, il commente un moment une lettre, un des évangiles, où Jésus déclare que il doit affronter le prince de ce monde. Et il dit, mais cette appellation est bizarre, le prince de ce monde, ça désigne qui? Et Thomas d'Aquin commande, il dit, ça désigne 3 personnes. Ça désigne le diable, ça désigne les rois terrestres, et ça désigne les philosophes. Car les philosophes vont entraîner des principautés sur le monde. Regardez le marxisme. Marx, un pauvre philosophe allemand qui troussait sa bonne, et qui pourtant a donné, je veux dire, un règne à une certaine pensée. Sartre, l'existentialisme, qui a mené la moitié de son amphi au suicide. Simone de Beauvoir, le féminisme, qui avait tendance à consommer la chair fraîche qu'elle allait refiler après à Sartre. Ce sont des gens qui ont fait des époques. Michel Foucault et compagnie. C'est des gens qui ont fait des époques. Aristote, Thomas d'Aquin, vous prenez Descartes et compagnie. Ils ont fait des époques. Donc c'est vrai, vous avez raison. Si vous faites de l'histoire de la philosophie, vous comprenez mieux les phénomènes. Mais faire de la philosophie, ça n'est pas étudier des philosophes. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Est-ce que ça ne nous aide pas à faire des choix? Si, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et ça, on va y arriver, justement. Si, ça nous aide à faire des choix. Mais, à nouveau, vous vous rendez bien compte, quand je parle d'utilité, c'est que l'activité philosophique, elle a sa fin en elle-même. Elle vise pas autre chose. Et d'ailleurs, vous allez éprouver une certaine joie, un certain bien-être, comme vous l'avez dit, simplement à apprendre des trucs qui ne vont vous servir à rien. Vous savez, par exemple, moi, j'ai éprouvé une joie quand on m'a expliqué comment fonctionnait, je sais pas, un syllogisme. Alors, tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ah, quand on comprend comment ça fonctionne, on est content. Ça ne sert à rien. Ça ne sert... Si, les gens vont vous dire ça sert à mieux raisonner, mais c'est tout, ça ne sert à rien. Objectivement, ça ne va pas vous faire mieux manger ce soir. En fait, bon, je vais en parler un petit peu. Cette question, à quoi sert la philosophie, est un petit peu piégée. Parce qu'en définitive, ce que vous allez essayer de répondre, c'est de dire à rendre heureux. Or, comment l'homme est heureux? Il est heureux dans 2 activités. 2 activités. La première, c'est l'amitié, la relation. Et deuxièmement, c'est la contemplation. Ça reste. Ouais. Il y en a d'autres qui... Oui, vous pouvez dire le plaisir, vous pouvez dire plein de trucs, mais en fait, ils se sont tous plantés. Non, mais pour de vrai. Non, mais moi, C'est-à-dire que... je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce point de vue-là, c'est Aristote qui le développe, et il y a plein de gens qui vont vous expliquer qu'il y a tout un tas d'autres choses. Non. Enfin, je les mets au défi de m'expliquer qu'il y a tout un tas d'autres choses. Je vous assure. C'est-à-dire qu'en définitive, qu'est-ce qui va vous rester? Qu'est-ce qui va vous rester? Et en fait, enfin, vraiment, si on ne comprend pas que dans la tombe, on n'apportera ni richesse, ni plaisir, on n'apportera rien de tout cela. En fait, et c'est pour ça que vous allez voir, la première épreuve, c'est la mort. En fait, on ne comprend rien à ce que c'est que la philosophie. Toutes les personnes qui sont arrivées pour vous dire que le bonheur se trouvait dans Épicure, par exemple, tout le bonheur se trouve dans les plaisirs modérés, c'est-à-dire pour lui, dans un verre d'eau. Hein, attention, voici le bonheur d'Épicure, un verre d'eau et puis du fromage frais. Merde. Pardon, mais excusez-moi, mais si on est obligé de faire des années de philosophie pour terminer sur ce genre de truc, non. Par contre, peut-être partager un verre d'eau avec un ami et contempler comment le fromage est fait, ah oui, peut-être que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Peut-être. Et vous verrez que derrière toutes les philosophies du bonheur, eh bien, en fait, Aristote plane comme un maître. Hein. Parce qu'il il a toujours pensé à l'objection qu'on va lui donner. Mais on y reviendra, justement. Est-ce que la philosophie, du coup, elle culmine pas dans la foi, en fait? Ah non. Non. Non.
Ça, justement. Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que la philosophie culminerait pas dans la foi? Non. Parce qu'elle est dans le contrôle quand même. Elle est dans la compréhension. La compréhension. Et elle comprend ce qu'elle ne comprend pas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle se dit, ça, je sais que je ne le comprends pas. Mais vous ne pouvez pas lui dire, là-dedans se trouve ton bonheur. Non. Non, parce que c'est quelque chose qui irait contre notre humanité. Vous voyez, d'un point de vue philosophique. Hein. Les mystères de la foi, ça coexiste mal avec la philosophie au sens... En fait, ça peut coexister, mais vous devenez théologien. Ça s'adresse au visible et non pas à l'invisible. Alors, il va y avoir de l'invisible, mais en tout cas, ça ne s'adresse pas au révélé. Le philosophe, face à quelque chose qui lui serait révélé et qui dépasserait la Trinité, le mystère chrétien de la Trinité. Un philosophe, trois personnes, une seule substance, non. Vous avez beau me rajouter des mots, hypostase, machin chose, terminé. D'accord? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas irrationnel, c'est-à-dire qu'on peut l'expliquer, mais ça suppose que mon intelligence dise c'est pas possible, mais je le crois. Vous voyez, ça va être le pardon. La question du pardon. Alors vous allez me sortir tout un tas de philosophes post-ère chrétienne, vous savez, qui croient qu'ils ont inventé l'eau chaude. Ils nous parlent du pardon comme le don, c'est Moss et compagnie, là, le don, le pardon, etc. Non, attendez, le pardon, c'est un refus de justice. Pardonner, c'est refuser la justice. Philosophiquement, vous devez rendre à chacun ce qui lui est dû. T'as fait du mal, tu dois le payer. T'as fait un grand mal, tu dois payer beaucoup. Si on te pardonne, attention. Et c'est ce que Marc Aurèle va reprocher aux chrétiens. Hein. Il va dire ces adorateurs du corps. Donc déjà, premièrement, il n'aime pas du tout le fait que les gens aiment bien le corps, les chrétiens. Mais deuxièmement, il va leur dire, mais attendez, vous foutez en l'air l'ordre public à vous pardonner comme ça. Il vous a volé, il vous demande pardon, et vous lui pardonnez. Mais il doit aller à la justice d'abord. Et une fois qu'il aura purgé sa peine, vous pourrez régler vos affaires. Vous voyez, philosophiquement, le pardon... là, je vous ai donné deux exemples, un exemple intellectuel, un exemple moral. D'accord? Mais bon, quelques vigilances par rapport à ce cours. Il va falloir retirer certaines choses qu'on a pu entendre dans l'enseignement de la philosophie et qui en fait n'expriment pas, c'est des phrases, des thèses, qui n'expriment pas ce que réellement elles veulent dire. La première, c'est la vérité n'existe pas. Vous avez des personnes qui vont dire la vérité n'existe pas. Alors, le problème, c'est que, si je puis dire, l'erreur se trouve dans la phrase. Quelqu'un qui vous dit la vérité, ça n'existe pas, si vous lui dites ah bon, c'est vrai, la personne va vous dire attendez, 30 secondes, c'est un paradoxe, oui, on s'en fout. D'accord? Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est pas que la vérité n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah là, ils vont vous sortir tout un tas de trucs qui m'agacent un peu. Non, mais je te parle de la vérité avec un grand V. Comme si rajouter une majuscule à un mot changeait la réalité, vous voyez. On ne va pas aux toilettes avec un grand T, on ne va pas manger avec un grand M, les gens qui attendent l'amour avec un grand A, ok, ça ne veut rien dire. Donc qu'est-ce que tu veux me dire quand tu dis la vérité n'existe pas? La plupart des gens vont vous dire, mais c'est qu'on ne peut pas tout connaître. Ah, d'accord. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. D'accord. Les mêmes personnes qui disent, on n'a pas la vérité. Ah bah, ou, pardon, registre post-chrétien, la vérité c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Non. Jésus, c'est la vérité sur Dieu. Attention. Donc ça veut dire quoi la vérité? La vérité, c'est dire exister ce qui existe. Et dire ne pas exister ce qui n'existe pas. Si je vous dis, par exemple, ceci est un éléphant, vous dites, bon, il est timbré, ça vous le dites depuis à peu près pas mal de minutes, mais quand même, vous dites, il est timbré, et il dit quelque chose de faux. Si je vous dis c'est une montre, vous dites ah, c'est pas très important ce qu'il nous raconte, mais au moins c'est vrai. Et regardez, les enfants ont l'habitude, quand ils vous regardent et qu'ils vous disent toi, t'es une libellule. Je dis mais je suis pas une libellule. Non. Oui, ils savent très bien que dire la vérité, c'est dire quelque chose qui est en adéquation avec ce qui existe.
C'est ça la définition de la vérité. C'est aussi simple que ça. Et donc quelqu'un qui vous dit la vérité n'existe pas, il est débile. Parce que sinon, si la vérité n'existe pas, si on le prend au sens strict, il faut qu'il arrête d'essayer de parler. Mais le réel est subjectif. Non, le réel est réel. Votre perception du réel est subjective. Et le but de votre perception, c'est de coller au réel. Sinon, on appelle ça une pathologie mentale. Non mais c'est vrai, hein. Il y a des gens qui vont vous dire regardez mon troisième bras, mon troisième bras. Vous dites, tu te calmes, Georges, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de troisième bras. Il y a un Georges, pardon, ici? Non, tout va là, ok. Vous voyez, donc le réel en tant que tel n'est pas subjectif. Par contre, il est vrai que nous avons des angles morts sur le réel. C'est vrai. On ne peut pas tout connaître, c'est vrai. Vous avez parlé justement de la sagesse de l'Asie. Parfois, il y a des gens qui passent leur vie en ignorant tout ce qui se passe sur un autre continent. Et donc, il manque, oui, certaines approches du réel, c'est vrai. Mais le but, c'est que votre approche du réel essaye de coller au mieux à ce réel. La deuxième chose qui suit cela, c'est si ça te rend heureux, alors fais ce que tu veux. Non. Je prends souvent cet exemple-là pour qu'il vous parle. Excusez-moi si ça choque certaines personnes. Mais il y a des personnes, leur bonheur, leur kiff, c'est de violer des poussins. Vous avez le droit de lui dire, tu sais, il y a plus accomplissant comme acte. C'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Je dis la vérité. Je dis quelque chose de vrai. Ça ne t'accomplit pas. Et vous voyez, il y a des choses sordides qui peuvent se passer. Et il faut être capable de dire, attention, ça, c'est quelque chose de mauvais. Vous voyez, en ce moment, là, on arrive dans le délire des questions sur l'euthanasie et compagnie. Et la question de savoir, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bon, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est? Euthanasie, bonne mort. Pardon, la bonne mort. Ou mourir dans la dignité. Il y a des gens qui me parlent de mourir dans la dignité. On meurt dans la dignité. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir dans la dignité, en vrai? Quelqu'un qui glisse de la baignoire, qui se vautre la tête contre le robinet, il meurt. C'est très digne. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de mourir dans la dignité? Non, ce que c'est que l'euthanasie, c'est quoi? C'est d'autoriser des médecins à buter des patients. C'est ça, ce que c'est que l'euthanasie. Que le patient le veuille, que le patient ne le veuille pas, à la limite, ça, je m'en fous. Mais c'est autoriser des médecins à buter des patients. Et ça, il faut savoir, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et là, on se pose vraiment la question. Et c'est pas de si ça te rend heureux, tant mieux. Non, c'est pas de si ça te rend heureux. Et je m'en fiche de si ça te rend heureux. Alain Finkielkraut qui dit qu'il est terrifié par le fait de vieillir en mauvaise santé. Mais mon coco, si ça te fait peur, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et si tu dis ça dépend des personnes, ou c'est subjectif, tu dis non. Ça dépend pas des personnes. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes. Violer un enfant, c'est pas bien. Tu peux pas dire ça dépend des personnes, il y a vraiment des personnes. Non. C'est pas bien. D'accord? Donc on évite pendant tout ce cours, ça dure 12 heures. Après vous pouvez reprendre toutes vos pensées comme vous les voulez. Mais pendant ces 12 heures, d'accord, on essaie d'être des enfants de 4 ans et demi qui on dit la vérité. Et puis, tout ne se vaut pas. D'accord? Alors, à nouveau, je vais vous dire une chose. J'enseigne quelque chose. Le but, c'est que vous ne preniez pas ce que j'enseigne comme étant la vérité. D'accord? Mais que vous le confrontiez au réel et vous voyez si ça colle. En vrai, c'est le but d'un prof. Vous êtes très libre par rapport à ce que vous entendez. Si à un moment, ce que je suis en train de vous raconter, ça colle pas, dites-vous, a priori, ça colle pas. Ça marche pas. Alors j'essaye de coller à peu près au réel. Ça peut m'arriver de ne pas coller au réel. D'accord? Mais le but, à la fin, c'est qu'on y arrive. Parce que le but de ce cours, justement, j'y arrivais, c'est de faire quoi? C'est de vous permettre de devenir philosophe. D'accord? C'est pas de vous apprendre la philosophie. On m'a dit introduit à la philosophie. Il paraît que vous allez avoir des cours d'histoire de la philosophie.
Vous allez avoir des études sur des auteurs, sur des trucs comme ça, etc. Moi, mon but, c'est de vous sensibiliser à l'esprit philosophique. Je peux vous assurer, vous me faites rencontrer n'importe quel philosophe, n'importe lequel véritable philosophe, vous verrez qu'il y aura pour tous ce côté décalé avec le monde actuel. Mais vraiment décalé. C'est-à-dire, on n'est pas adapté. On est un peu des inadaptés culturels. Et Platon en parlait déjà dès le début. Il disait, le philosophe, malheureusement, il ne sait pas trop comment s'habiller, il ne comprend pas les mondanités. Quand il est en soirée, il ne capte pas ce qui est en train de se passer. Vous voyez, par exemple, ça peut vous arriver, si vous avez un petit sursaut philosophique, vous êtes à un dîner et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Ou alors vous êtes à une grande cérémonie, vous savez, tout le monde est très bien costumé, etc. Et vous vous dites, mais tout ça est vain. À quoi ça sert? Vous avez la mort d'un proche, par exemple. Et il y a quelqu'un des pompes funèbres qui vient vous voir pour vous dire, alors vous aimeriez plutôt du velours rouge ou du velours blanc pour le cercueil? Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voyez, des sursauts philosophiques. Des moments où vous vous dites, attends. Sortons de ce délire. Sortons de ce délire. Et tous les philosophes, quels qu'ils soient nietzschéens, marxistes, aristotéliciens, thomistes, etc., vous les réunissez tous, vous verrez qu'ils auront toujours un petit côté on est un peu décalé. Donc vous en faites pas, vous serez très libre. Je ne vous demande pas de devenir décalé, timbré, d'accord? Ça, je me le garde. Mais le but, c'est de voir qu'est-ce que c'est que l'esprit philosophique, dans le but de vous faire devenir un peu philosophe. Vous voyez? Et ça peut venir, on va dire, à n'importe quel endroit. Parce que ce que j'aimais bien, moi, c'est justement parler à des gens. Vous allez voir un prêtre et vous lui demandez ce que c'est que la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'est-ce que c'est que la prière? Et vous savez, dans un premier temps, ils vont vous dire c'est la joie des joies, c'est la relation avec Dieu, etc. Ils vous disent non, mais concrètement, quand tu t'assois là, assis sur ta chaise, et que tu parles à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Objectivement, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, décris-moi. Bah, c'est sec. D'accord, ok, c'est sec. Donc c'est la foi. Alors qu'est-ce que c'est que la foi? Et alors c'est parti, et alors là, vous reposez des questions. Et là, vous êtes dans un esprit philosophique, vous voyez. Et vous lâchez pas le truc. Parce que sinon, c'est du confort. Et sinon, on s'endort. Alors justement, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle depuis une heure, là, mais on n'a pas défini ce que c'était. Alors, il y a une tendance, une habitude, vous savez, quand on cherche à savoir ce que c'est qu'un mot, vous allez regarder son étymologie. Vous allez regarder d'où ça vient. Alors, ça vient de deux mots grecs, philei, philéo, qui signifie amour ou aimer, et sophia, je ne sais pas s'il y a des sophies dans la salle, qui signifie sagesse, et il y a une ambiguïté parce que c'est à la fois sagesse et à la fois savoir. Littéralement, donc, c'est l'amour du savoir, et communément, on appelle ça l'amour de la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alors, on est un peu embêté, c'est que en français, nous avons que un mot pour dire l'amour. Alors, on a des trucs qui nuancent un peu, on a j'apprécie, mais on a j'aime. J'aime le chocolat, j'aime le sexe, j'aime Dieu. Chocolat, sexe et Dieu, ça n'a rien à voir. Hein. Pourtant, on a le même mot. Même, on rajoute des trucs qui sont un peu absurdes dans la langue française, c'est que si on fait des superlatifs après l'amour, ça veut dire moins que l'amour. Je vous donne un exemple. J'aime beaucoup cette personne veut dire moins que j'aime cette personne. C'est étonnant. Quand on dit est-ce que tu peux mettre beaucoup de sauce, on mettra beaucoup de sauce. Si tu me dis est-ce que tu peux mettre un peu de sauce, on met un peu de sauce. Pire, quand vous dites de quelqu'un que je l'aime bien, vous êtes dans le fond, dans le jus de poubelle, vous voyez, socialement. Donc c'est très étonnant ce mot amour. Il pose problème. Alors qu'en grec, il y a 3 mots pour l'amour. Vous les connaissez sûrement, Eros, Philia, Agapé. Alors,
il faut se représenter les choses d'un point de vue grec, d'accord? Pas d'un point de vue protestantisme puritain, d'accord? Eros, c'est quoi? Eros, c'est qui? Eros, c'est un daimon, c'est-à-dire un intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est l'équivalent d'un ange pour les Grecs. Ce daimon, il est Eros, il est le fils de deux divinités, la divinité de la richesse et la divinité de la peine, du manque. Donc l'amour, il est à la fois la richesse et le manque. Et ça, c'est l'éros. L'éros, c'est celui qui a une tension, qui exprime une tension vers l'objet aimé. Quand un grec emploie le terme d'éros, ça veut dire qu'il y a une tension envers l'objet aimé. Une tension quasiment divine, vous voyez, Eros étant un demi-dieu, c'est quelque chose qui s'impose à l'être humain. Certains ont parlé de l'éros en disant c'est le désir. Le mot désir n'est pas très bien, je vais dire, enserré, parce que nous, quand on entend désir, on entend tendance. Or, c'est pas ça. L'éros, c'est un amour véritable. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes unis à l'objet aimé, il y a un bonheur. Et donc, Eros est une espèce d'énergie profonde qui va vous faire vous unir à la chose. Et parfois, vous unir au sens de quasiment charnel. Manger. Vous voyez, le thé belle qui est devenu thé bonne dans notre société. Vous voyez, une femme, elle est belle, en fait, quand elle se fait draguer dans la rue, on va lui dire t'es bonne. T'es bonne, c'est t'es bonne à manger. Il y a une tendance à la consommation. L'éros, en fait, invite à s'unir tout en consommant. Voilà pourquoi, en fait, comment il s'appelle, Platon, quand il parle de l'éros, il va dire que il vaut mieux être uni à quelque chose qui est plus grand que nous. Résultat, on ne sera pas susceptible de le bouffer. On ne pourra pas le manger. C'est pour ça qu'il dit que Eros va nous unir au bien, au beau, au vrai, normalement. Pourtant, on n'a pas choisi ce mot-là pour parler de la philosophie. Dans la philosophie, on n'est pas dans l'éroticosophia. On n'est pas dans l'éroticosophia. Petite parenthèse, l'érotisme, ça signifie l'art qui consiste à déclencher cette tension. D'accord ? La pornographie, c'est différent, vous êtes déjà unis à la chose que vous désirez, par le mental, par le visuel. L'érotique, c'est justement vous amener à désirer davantage. Un théologien comme Benoît XVI va déclarer que vis-à-vis de Dieu, il y a une tension érotique. Pour les mystiques, il y a une tension érotique, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, une énergie qui consiste à nous unir. Et Dieu joue un peu avec ça dans la doctrine chrétienne, théologie chrétienne. C'est-à-dire, il s'approche du voile, il recule du voile. Vous lisez le Cantique des Cantiques, enfin, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui se présente comme un époux qui se cache? Qui se cache, super jeu, quoi. L'autre, et la pauvre femme, elle va dans la rue la nuit, elle se fait tabasser, etc. C'est l'horreur, hein. Vous lisez ce truc-là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien justement, une culture de la tension érotique, et assez particulier, hein, vous ne le retrouvez pas dans beaucoup de religions. Dans la religion, par exemple, hindouiste, vous avez toute la dimension tantrique. Mais ça, c'est plus une culture de nos propres énergies érotiques. D'accord ? Le but, c'est pas de s'unir à une divinité. Alors, vous avez ensuite, je vais prendre exprès, agapé. Alors, agapé signifie un amour de totale consécration, d'oblation. Sans objet. Si, justement, vous vous consacrez totalement à l'objet aimé. C'est l'amour
que, en fait, les Grecs vont dire, c'est l'amour que vous devez normalement à la divinité. La divinité, vous devez la respecter ou vous unir à elle comme... Pardon, excusez-moi, ça galère. Ça sera pour plus tard, tant pis. Pardon, tac, tac. Voilà, vous devez vous unir à elle ou être tendu vers elle dans un amour d'oblation. L'éros, vous voyez, vous avez envie de vous unir pour la consommer, pour consommer la chose. Là, si je puis dire, vous avez envie de vous offrir. Vous avez envie de vous unir pour vous offrir à la personne. Vous offrir totalement. Parce que vous considérez que la chose vous dépasse et donc vous devez vous offrir à elle. Alors, ce terme agapé a été très utilisé, évidemment, dans la religion. Et dans la religion chrétienne par excellence. La religion du don. Mais ça n'a pas été utilisé par les Grecs pour parler de la philosophie. En gros, on ne se consacre pas à la sagesse. On ne la consomme pas. On n'est pas dans l'érotico-sophia. On n'est pas dans l'agapé-sophia. On ne s'y consacre pas. Ah, il reste quoi? Il reste le philia. Ouais. Juste, en revenant sur Eros, vous disiez que Platon lui-même disait que idéalement c'était Ouais. pas dans le but de, plus grand que soi pour ne pas le consommer. Exactement. Et donc du coup, En fait, chez Platon, l'éros ressemble à l'agapé. La seule chose, c'est que l'éros parle de la tension que l'on a vers le bien. L'agapé parle de l'offrande. Vous voyez, c'est deux regards, mais c'est la richesse du grec. Hein. C'est-à-dire que le grec, quand il parle d'amour, il envisage le même acte selon trois facettes. Mais c'est la même chose qui est vue, en fait. Mais on va accentuer, quand on est en rapport avec un dieu, on va accentuer davantage l'agapé. c'est sa trinité à lui, quoi. C'est très généreux herméneutiquement envers Platon. Non, mais Platon, c'est sûr que Platon a fait des expériences mystiques étonnantes. On suppose que son séjour chez les Pythagoriciens a changé un peu sa vie. Il a expérimenté des choses très étonnantes pour un grec. Voilà. Socrate aussi était mystique. Vous savez, Socrate, certains le décrivaient ayant des espèces de crises d'extase en pleine agora. C'est-à-dire qu'il était en train de parler, et puis d'un coup, il s'arrêtait de parler, et il restait comme ça pendant plusieurs heures, et hop, il revenait, et voilà. Et donc on suppose qu'il se passait des trucs à ce moment-là. Et il disait lui-même qu'il avait un daimon qui lui disait ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Ouais, vous voyez, au début, dans la Grèce, ce qui se passe au niveau entre la mystique et la science, on ne sait pas trop. C'est très mêlé. Les prêtres égyptiens, c'était les savants de l'Égypte. Donc il n'y a jamais c'est que notre époque moderne qui oppose la science et la mystique ou la religion. Dans les autres époques, justement, plus vous étiez émerveillé de Dieu, plus vous deviez connaître sa création. C'était normal. Les Grecs ont donc choisi le mot philia. Et alors philia, c'est un amour entre deux égaux. C'est de là, après on a parlé de vous savez, tout ce qui est l'homophilie, la pédophilie, ce genre de trucs, etc. C'est pour dire qu'en fait, on considère, la pédophilie, le problème, c'est que l'on considère que l'enfant est l'égal de l'adulte. Zoophilie, on considère que l'animal est la même chose que l'homme, en termes d'union. Vous voyez. C'est-à-dire que l'amour philia a tendance à gommer les différences. J'aime mon égal. Et je me rends, par cet amour-là, je me rends semblable à celui que j'aime. Il y a un épisode qui est commenté par les philosophes médiévaux, c'est pour ça que j'en parle, qui est très drôle. Dans l'Évangile. Je crois que c'est l'Évangile de Jean. Oui, c'est l'Évangile de Jean. Un pauvre gars qui s'appelle Simon, que Jésus a surnommé Képhas,
qui signifie littéralement rocher, se retrouve avec un Jésus qui vient de ressusciter. Et devant tout le monde, ce Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Petit moment de panique, puisque tout le monde se regarde évidemment, je vous le romance à ma sauce, hein, évidemment. Tout le monde se regarde, Pierre dit, oui, oui, bien sûr, je t'aime. Voilà, le repas se poursuit. Jésus, toujours ressuscité, hein, Jésus repose la question, Pierre, m'aimes-tu? Oui, oui, bien sûr, je t'aime. Ok, sois le berger de mes brebis. Troisième, Pierre, m'aimes-tu? Et là, l'évangéliste écrit, Pierre était tout triste que Jésus lui ait demandé, m'aimes-tu? Et les chrétiens se lisent ça le dimanche. Pas en grec. C'est dommage, parce qu'en grec on comprendrait. Première question de Jésus, Pierre, agapès, mais est-ce que tu m'aimes d'un amour d'agapé? Oui, Seigneur. Philaïté. Je t'aime comme mon égal. Deuxième question. Pierre, agapès, mais oui, Seigneur. Philaïté. Troisième question. Pierre, philias, mais et à ce moment-là, Pierre est triste, puisque Jésus a baissé l'exigence. Il a dit, très bien, tu m'aimes comme mon égal. Et on ne comprend pas pourquoi, après, Jésus va lui parler de « Aujourd'hui, c'est toi qui décides de ce que tu fais, et après, tu seras capable de m'aimer de l'amour d'agapès en donnant ta vie, la tête en bas et compagnie. » Voilà. Vous voyez, cette petite anecdote vous fait comprendre que dans la culture, même pas grecque, hein, c'est la culture qui est plutôt du côté d'Israël et compagnie, on avait cette compréhension de la nuance, du philia. Et les philosophes ont choisi d'appeler leur état de vie, ils sont des philosophes, des amis de la sagesse, des compagnons de la sagesse. Pas des désirants de la sagesse, pas des consacrés à la sagesse, donc ils ne sont pas des sages, ils ne sont pas des sages, ils sont des amis de la sagesse. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire quoi? Ils essayent de la connaître, ils essayent de se rendre égal à elle. Ils essayent de se rendre égaux à elle, pardon, excusez-moi pour cette faute. Il y a une tension là. Comment? Il y a une tension dans le fait d'essayer de se rendre égal. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un seul et même acte. Eros, philia, agapé. Et donc, chez Platon, il y a un éros vis-à-vis de la sagesse qui est très présent. Hein, c'est clair. Chez Socrate, il y a un agapé qui est très présent. Chez Aristote, vous avez la philia, c'est l'amour de philia, lui, il est à fond dedans, quoi. Et chez certains philosophes, vous allez voir, ça va être un peu différent, on va accentuer plutôt l'un ou plutôt l'autre, en fonction de nos caractères aussi, hein. Mais en fonction de notre âge aussi. Souvent, la jeunesse, c'est l'éros. C'est le désir de la sagesse, alors on y va. On lit tous les livres qui nous passent dans la bibliothèque. On achète plein de livres, sans jamais les lire, vous savez. Comptez le nombre de livres ce soir dans votre bibliothèque que vous n'avez jamais lus. Et qui sont bien là. Alors que plus tard, quand vous êtes plus âgé, vous ouvrez un livre, par exemple de philosophie, vous lisez une ligne, et vous devez vous arrêter. Alors, soit parce que vous avez un enfant, et donc c'est pas le moment, soit parce que rien que cette phrase-là, attendez 30 secondes, oh. Vous voyez, les gens qui ne finissent jamais les livres, parce que, oh là là, c'est trop. Parce que la sagesse n'est pas dans le livre. Ça sert à rien de se dire, il y a des gens qui se vantent de ça, ça m'énerve. J'ai lu tout, et vous mettez n'importe quel auteur après. J'ai lu tout Dumas, j'ai lu tout Aristote, j'ai lu tout Thomas d'Aquin, j'ai lu tout... Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas un concours. Il y a des gens, ils lisent une phrase, et toute la journée, ils la bouffent, et ils disent, pourquoi pas. Et on essaye d'être amis de cette sagesse. Alors la sagesse, Sophia. Alors, on y est à Sophia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sophia? Alors, Sophia, ça a donné
enfin sagesse, pardon, il y a une autre étymologie à sagesse. Il y a Sophia, bon, d'accord. La racine est indo-européenne et elle est semblable à la racine latine de sagesse, qui est sapere. Sapere en latin. Qui veut dire quoi? Ça veut dire goûter. Ça veut dire goûter au sens du goût. Hein. Alors c'est quoi le propre du goût? C'est intéressant, je ne sais pas s'il y a des personnes qui, pendant le Covid, pendant la Covid, tout dépend de quelle école vous êtes, ont perdu le goût et l'odorat. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu ça. Alors moi j'ai vécu ça. Donc, parce que j'ai chopé le Covid 4 fois, 5 fois, un truc comme ça. Bon, voilà. Parce qu'on était immunisés, évidemment. Et donc en goûtant les choses, quand j'avais plus de goût, tout était du carton. Mais vraiment du carton. C'était vraiment dégueu de chez dégueu. Et en fait, le goût, on ne se rend pas compte de la richesse que c'est. C'est le premier sens qui arrive après le toucher. Parce que le goût, c'est quoi? C'est un certain toucher. Et c'est un toucher qui est un préambule à l'ingestion. Un enfant, vous savez qu'il a des capteurs de goût que nous perdons petit à petit en grandissant. Il a des capteurs de goût au niveau de ses lèvres. Avec un enfant, il est capable de goûter les choses rien qu'en posant ses lèvres dessus. C'est pour ça qu'un enfant, vous lui présentez une cuillère d'un truc que sensiblement il ne va pas aimer, dès que ça arrive au niveau de ses lèvres, avant même qu'il le bouffe, il n'en veut plus. Pourquoi? Ça a pour but de préserver ce que l'on ingère. C'est-à-dire que ce qui n'est pas bon, on ne va pas l'avaler. D'accord? Ce qui n'est pas bon, on ne l'avale pas. La sagesse, c'est le fait de goûter les choses. C'est-à-dire de saisir ce qu'on est capable d'ingérer, de prendre en nous, et qui serait bon. Et il y a toute une sagesse, justement, sur cette question de l'ingestion. Qu'est-ce que c'est que le fait de manger quelque chose? Le fait de manger quelque chose, c'est de s'unir à la chose. C'est une union très intime. Et de faire en sorte que cette chose-là devienne nous-mêmes. On la transforme. On la fait muter. C'est-à-dire qu'on la fait devenir nous-mêmes. Mais elle-même, elle nous transforme aussi. Regardez simplement, si vous faites un régime, simplement, vous mangez qu'un seul aliment tout le temps, vous allez voir, au bout d'un moment, vous n'en pourrez plus de cet aliment. Parce que votre corps demandera autre chose, parce que finalement, ça n'apportera pas assez. Regardez certaines sagesses mythologiques. Adam et Ève. Leur faute, c'est quoi? C'est de manger, quoi? Un arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? J'aime bien, parce qu'en théologie, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ce truc. Ils disent, mais attends, vu que Adam et Ève, ils ne savaient pas ce qui était bien ou ce qui était mal, comment ça se fait qu'on peut leur tenir rigueur du fait d'avoir fait le mal? Question très intéressante, si on ne sait pas ce que veut dire connaître en hébreu. Connaître, c'est le fait de s'unir. Parfois, charnellement. Je ne connais pas d'homme, répond Marie à l'ange. Je suis vierge. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que je prends en moi, je deviens l'origine du bien et du mal. C'est moi qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et ça va entraîner la mort de l'homme. La sagesse mythologique de la Genèse, elle est très intéressante. Mais vous comprenez bien que quand on dit que la sagesse, ça vient de sapere, qui veut dire goûter, et donc que l'on fait cette analogie au fait de prendre en soi,
eh bien on comprend que finalement ce que vous avez dit au tout début, la sagesse est utile pour vivre. Et donc la philosophie, le fait d'essayer d'être ami avec la sagesse, ça veut dire quoi? Eh bien ça va vouloir dire deux choses principales. Premièrement, c'est que le philosophe va vouloir connaître les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'il se les représente, pas telles qu'il se les imagine, pas telles qu'on lui a dit qu'elles sont. Vous voyez, le philosophe va vouloir connaître les choses telles qu'elles sont. Et donc, il va refuser d'ingérer ou d'être gavé. Il veut déguster. Alors vous voyez, pour bien comprendre l'analogie, il y a plusieurs types de gourmets. Vous avez plusieurs manières de manger. Alors, je suis désolé si les personnes se reconnaissent. Vous avez des personnes, vous savez, des personnes qui sont adeptes de certains restaurants gastronomiques. Ils aiment bien les toutes petites choses avec une complexité de saveur. Vous savez, une énorme cloche, on arrive devant eux, on retire la cloche, vous avez une petite noix là qui est au milieu là, et ils la prennent et là ils font extraordinaire. Le gourmet de bouche, qui va vouloir une certaine délicatesse dans ce qu'il va manger. Regardez l'œnologie. L'énologie, pardon. Excusez-moi, nous sommes à Bordeaux. L'énologie. Vous voyez, c'est le fait de saisir tout un tas de complexités, en fait, au sein d'un aliment. Eh bien, vous avez la même chose d'un point de vue de la sagesse. Vous avez des personnes, ils aiment saisir les choses dans leur complexité. Ils aiment, justement, goûter ces choses-là. Il leur en faut pas beaucoup. Suffisamment pour, justement, saisir toutes ces saveurs. Alors, vous avez un deuxième type de gourmet, c'est le gourmet de gorge. Plus important, c'est que ça passe. C'est qu'on se remplisse. C'est, vous savez, le gourmet de l'Empire romain, pendant les orgies, où les gens mangeaient, et puis vous aviez à côté le vomitorium, où les gens sortaient, se faisaient vomir pour revenir, pour remanger à nouveau, manger à nouveau. Simplement avec ce sentiment de se remplir. Et donc là, vous avez intellectuellement des personnes qui compulsivement veulent se remplir. Alors ça peut être par des lectures. Allez, les lectures, et ils lisent, ils sont des boulimiques de lecture. Et ça passe, il n'y a rien qui est retenu, hein, ça passe. Vous avez les informations, les chaînes d'infos en continu, BFM, CNews, Google Actualité. Prenez n'importe quelle chaîne d'infos, il faut du nouveau. Les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram. Tant qu'il y a du nouveau, et tant que ça rentre, jusqu'à arriver à un moment de nausée intellectuelle ou de fatigue intellectuelle, je ne peux plus rien ingérer. Et j'ai besoin de couper mon portable pendant 2 semaines, ou d'arrêter de regarder la télé pendant je ne sais pas combien de temps. Je suis zombifié. Et le dernier gourmet qui existe, c'est le gourmet de satiété. Le gourmet du scout, comme je l'appelle. On s'en fout si c'est bon, du moment que ça cale. Vous voyez, la bonne tartiflette sur laquelle on a rajouté des raviolis. Vous voyez, on s'en fiche, c'est pas bon, c'est pas grave, il faut que ça cale. Il faut sortir à la fin du repas en ayant la glotte qui fait du surf, pardon de parler comme ça. Et ça, justement, il y a des personnes qui, intellectuellement, vont vouloir tout connaître d'un sujet. Tout connaître. L'exhaustivité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'ils n'ont pas lu tout Aristote, ils se disent « je ne connais pas Aristote ».
Tant qu'ils n'ont pas, je sais pas, étudié pendant 15 ans, ils se disent je ne peux pas parler. Tant qu'ils n'ont pas de diplôme, eh bien finalement, ils n'acceptent pas d'avoir une certaine légitimité pour parler de certaines choses. Vous voyez des différentes attitudes qu'on prend de manière analogue par rapport à notre manière de manger. Eh bien c'est la même chose qu'on va prendre d'un point de vue de la sagesse. Et donc, le philosophe, lui, il va être toujours attentif à ce qu'il met dans sa bouche intellectuelle. Toujours attentif à ça. Ouais. En français, il y a 3 mots quand même pour ça. Gourmet, gourmand et glouton. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est clair. Parce que là, gourmet de bouche, de gorge, Ouais. vous avez utilisé le même mot, mais en fait, pour le coup, autant pour l'amour, on n'a pas de cette richesse sémantique. Mais pour ça, on en a 3. Pour ça, on Tout en à a fait. 3 et, Tout à fait, mais en fait, le problème de glouton, c'est que glouton, tout de suite, c'est un vice. Et gourmand, pareil. On pense que c'est une mauvaise attitude. Mais parfois, vous voyez, il faut être glouton. Sur certains sujets, il vaut mieux être glouton. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes chirurgien, il vaut mieux que vous soyez glouton à un moment de ce que vous devez faire, quoi. C'est important. Mais vous avez raison. C'est clair qu'il y a une sémantique qui nous permet de faire la distinction. Ça, c'est clair. Comprenez bien que le philosophe, il va avoir tendance à une attitude qui agace les gens. C'est le fait de dire « je ne sais pas ». Vous reconnaissez les vrais philosophes, quand vous leur posez une question qui parfois est un peu compliquée, ils vont dire « ouh, là, ça ». Ou alors, par courtoisie, ils vont vous dire « c'est une très belle question ». Ce qui veut dire « j'en sais rien du tout ». Vous voyez ? Mais c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de vous répondre tout de suite. Et vous les reconnaissez comme ça parce que justement, ils font attention à ce qu'ils mettent dans leur esprit. Et donc, vous invitez un philosophe sur un plateau télévisé, il peut être un peu ennuyeux, un vrai philosophe. S'il aime vraiment la sagesse, il peut être un peu ennuyeux. Parce que si jamais vous lui posez des questions sur l'actualité brûlante, il va vous dire « oh là, j'en sais rien ». J'en sais rien. Vous voyez, des philosophes qui se sont permis de parler pendant la crise du Covid. Personne n'en savait rien. Les 3 premiers mois, personne n'en savait rien. On ne comprenait rien de ce qui se passait. On dit, oh, il y a un truc qui vient de Chine, machin, ça a échappé dans le laboratoire. Bah, super, ça fait flipper tout le monde. Et là, vous avez un gars qui vous dit, voilà, si jamais vous ne faites pas ça, vous êtes comme des gens qui voulaient transmettre le sida, les trucs comme ça. Merci Michel Onfray. Je dis, attendez, mais calmez-vous. On se calme. Et on va essayer de prendre du temps pour réfléchir à ces choses-là. La guerre en Ukraine, on fait venir des philosophes. Il faut donner votre avis tout de suite. On peut prendre du temps pour réfléchir un peu. Le conflit israélo-palestinien. Allez, c'est parti, on fait venir des philosophes, et là, on va déclencher des guerres. On se calme. Et on dit, je sais pas. Et on a le droit de dire, je sais pas. Et même, c'est bien de dire, je sais pas. Vous voyez, vous avez dit que vous avez un enfant. Vous le savez, ceux qui sont parents, hein. La première fois que vous dites à votre enfant, je ne sais pas. Vous avez vu ce bug qui se passe? À la fois, il y a un « Ah, papa ne sait pas tout ». Et deuxièmement, « Ah, il me dit qu'il ne sait pas ». Il me dit qu'il ne sait pas. Donc, il est honnête. Il ne va pas me mentir. Il y a des étudiants qui étaient comme ça, qui étaient très étonnés quand je leur disais « Mais moi, j'en sais rien. J'en sais rien. » Et pourtant, c'est à ça que vous allez reconnaître le fait que, ok, le philosophe fait attention à ce qu'il ingère. Il fait attention à ce qu'il ingère. Et la deuxième chose que ça va entraîner, c'est qu'une fois, malheureusement, que le philosophe a ingéré quelque chose, il ne le lâche pas. Et ça le ronge. Vous voyez, moi, pendant pas mal de temps, je me suis posé la question de savoir si Dieu existait. Oui. J'ai une question précise. Mais Ouais. vous avez une question, est-ce que Jésus existe? Est-ce que... Dieu existe. Pas Jésus, mais c'était Dieu. Est-ce que Jésus était un philosophe? Jésus était sage. Du point de vue des philosophes, Jésus a une vraie sagesse. Et est-ce qu'il est philosophe? Il se présente comme étant Dieu. Un philosophe va vous dire, ouais, c'est moyennement compatible, ça. Vous voyez, c'est un peu de l'hubris, un peu de la démesure. Mais ce qu'il dit est intéressant.
et même raisonne, enfin, je veux dire, d'un point de vue philosophique, le christianisme, ça a quand même bouleversé tout un monde. Hein. Donc il y a vraiment, il faut le prendre au sérieux. Comme le bouddhisme, il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux ces sagesses-là. Ce que j'apprécie avec le christianisme, c'est qu'il respecte mon intelligence. C'est-à-dire qu'on me dit que Dieu a créé mon intelligence et il veut que je m'en serve. Et donc, a priori dans le christianisme, ce Dieu-là ne m'en voudra jamais si je commence à essayer de le titiller intellectuellement. Il m'en voudra pas si je commence à dire ouais, t'es gentil, mais un être hors du temps qui s'incarne, chaud. Comment ça se peut? Ah ça, si Dieu existe, il vous répondra, bah ouais. Comment ça se peut? Il est venu accomplir la loi. Ah ça c'est d'un point de vue, si vous prenez le judaïsme déjà. Oui, mais ce que je veux dire c'est que pour un philosophe, un être qui existe en dehors du temps, c'est-à-dire que pour lui, le futur, le passé et le présent sont une même chose. Il s'incarne à une époque donnée. Pourquoi? mais justement pour accomplir la loi. Tout à fait. Ça, c'est la réponse 2 fois. Et philosophiquement, ok, on en reste là, quoi. On peut donner des règles de convenance, hein, tout à fait. Mais voilà. Le philosophe, par contre, voilà, comme je vous ai dit, moi, je me suis posé la question, est-ce que Dieu existait? Et cette question, une fois que j'y avais goûté, ça m'a pas lâché. Hein. Mais ça ne m'a pas lâché. Et les gens ne comprenaient pas. Et je leur disais, mais vous comprenez pas, bon sang, que s'il existe un Dieu, ça change ma vie, moi. Et s'il n'existe pas, ça change ma vie tout autant. Parce que s'il n'existe pas, les amis, et je leur répondais, s'il n'existe pas, je fais ce que je veux. Et vraiment, et pendant plusieurs années, moi je suis resté comme ça, s'il n'existe pas, je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre. S'il n'y a qu'une seule vie, si après, il y a... basta, on fait ce que l'on veut, mince. Après, la philosophie m'a rattrapé. Elle m'a dit, non. Même s'il n'existe pas, tu fais pas ce que tu veux. Oh, mince. Flûte. Et s'il existe, ça t'empêchera pas de faire ce que tu veux. Oh. Alors ça a changé complètement la donne. Et donc, je me suis mis... J'étais agnostique. Pour de vrai, hein, j'étais agnostique. Sur la période dont je vous parle. Et vraiment, je suis issu d'une culture chrétienne, donc enfin voilà, j'avais et puis d'une vraie foi bien présente, etc. Mais j'ai connu un moment où vraiment agnostique, voilà. Et je me suis mis dans la posture d'un athée. J'ai voulu goûter à ce que c'était qu'un athée. Athée, c'est combattre l'idée de Dieu. Non, athée, c'est celui vraiment qui sait que Dieu n'existe pas. Ah, agnostique, c'est j'en sais rien. Agnostique, je ne sais pas. Je suis ouvert à la question. Oui, ouais. Athée, c'est je sais que Dieu n'existe pas. Et j'avais lu Esprit de l'athéisme de Comte Sponville, qui était un livre intéressant. Et vraiment, j'ai essayé de voir ce que ça changeait dans ma vie, de goûter ça. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où j'étais sûr que Dieu existait, donc pas sûr au sens affectif, au sens de la foi, mais que intellectuellement, on m'a démontré que Dieu existait, ça m'a retourné. Alors, je ne vous parle pas du Dieu Jésus, du Dieu qui s'est incarné. Non. Il m'a suffi de comprendre qu'il existait un être nécessaire, puisque toutes les autres choses étaient contingentes. Et donc, s'il y a cette nécessité-là, ça veut dire qu'il y a un être qui est nécessaire. Alors là, je vous le dis comme ça, ce sont que des mots pour vous, hein, clairement. Moi, il m'a fallu des cours entiers, il m'a fallu 25 heures de cours, plus 2 années de philo en plus une 3e pour bien confirmer le truc, etc. Pour qu'à la fin, je me dise, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc, il existe un truc que l'on appelle Dieu. Et à ce moment-là, une enclume, ch'tang, c'est bon, c'est posé, et ça change ma vie. Deuxième chose, une deuxième question, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors là, je peux vous assurer que quand vous avez cette question-là, dans la tête, mais c'est terrible. Vous
commencez à goûter à cette question-là, oh là là, c'est terrible. Et les gens, ne comprenant pas ça, vont vous dire c'est de la prise de tête. C'est de la prise de tête. Et ils vont regarder, touche pas à mon poste et compagnie, ce genre de trucs, pour se vider la tête. Mais en fait, comprenez bien, c'est-à-dire que vous avez chacun votre question. Et ce sera l'objet de notre deuxième séance. Vous voyez ? Vous allez découvrir en vous, il y a des questions. Des questions qui résonnent. Vous voyez ? Suis-je libre ? Et ça, pour moi, ça a été, par exemple, un grand moment de mes réflexions philosophiques. Quand j'ai compris à quel point j'étais libre. Et vous voyez, quand vous commencez à goûter à ce genre de truc, ah là, à ce moment-là, attention, attention. Vous commencez à être embarqué dans quelque chose. Et vous voyez, tout l'enjeu de la deuxième séance, ce sera essayer justement de saisir ces questions un peu fondamentales. Et qu'est-ce que c'est que bien se poser une question ? Ensuite, comme je vous ai dit, il y aura une première épreuve. Donc là, il faudra que vous soyez en forme. D'accord ? La première épreuve, c'est l'épreuve de la mort. Et on va passer 2 heures à se confronter à la mort. D'accord ? La deuxième épreuve, qui est un peu moins brutale, elle est plus insidieuse. C'est l'épreuve de savoir qu'on ne peut pas tout connaître. Et qu'il y a des choses qui nous seront irrémédiablement fermées. Mais il faut les comprendre, et comprendre quels vont être les mécanismes qu'on va essayer de faire pour essayer de tricher avec ça. Et ensuite, la troisième épreuve, qui, elle, est celle qui est difficile. Elle est pas, la première est la plus brutale, la dernière est la plus difficile, le règne du pourquoi, parce que c'est celle qui va entraîner un espèce de changement de vie dans les personnes qui se lancent dans la philosophie. J'appelle le règne du pourquoi, vous allez voir. En fait, c'est à partir de cette épreuve-là qu'il va y avoir des ruptures sociales, si je puis dire. Des ruptures un peu psychologiques, mais un peu sociales. Vous voyez, enfin, j'ai expérimenté ça. Vous voyez, quand vous avez des personnes qui, du même âge que vous, suivent un cursus assez excellent, voilà, font une école de commerce, réussissent très bien dans la vie, etc., et que vous êtes dans cette perspective-là, il y a des moments où en fait vous avez l'impression de plus du tout être dans la même planète, dans le même monde. Et sauf que cette personne-là se retrouve à se poser les questions que je me pose au début de ma vie, plutôt à la fin. Vous voyez ? Et donc en fait, elle a peut-être le sentiment, et ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes un peu plus âgées que moi, qui m'expliquaient qu'elles avaient l'impression d'avoir raté leur vie. Alors que j'avais vécu une vie objectivement, très belle et très bonne. Mais parce qu'elle commençait à se poser des questions, elle disait, mais mince. Donc voilà, donc ça va être l'enjeu. Je vais vous passer un petit texte que je vais vous demander de lire pour la prochaine fois. Quand vous avez le temps, à tête reposée. C'est un petit livre qui s'appelle « L'invitation à la philosophie ». On appelle ça un protreptyque. C'est Aristote qui envoie une lettre à un de ses potes pour lui dire « mets-toi à la philo ». Alors vous allez voir, Aristote dit des choses que j'ai pu vous dire et des choses en contradiction avec ce que je vous ai dit. L'important, c'est que vraiment, dans cette lecture-là, alors je suis désolé, la photocopie n'est pas de très bonne qualité, vous pourrez très bien le retrouver sur Internet si vous le souhaitez, mais le papier est pas mal parce que comme ça vous pouvez annoter, vous pouvez faire plein de choses dessus, et donc voilà. C'est assez court, hein, c'est 14 pages je crois. Voilà, donc pour la semaine prochaine, si vous pouvez le lire, ce serait super. C'est un protreptyque, donc comme je vous ai dit, c'est un registre littéraire. Vous voyez, Augustin, par exemple, s'est mis à la philo en lisant le protreptyque de Cicéron. Ça l'a retourné, en fait. Il s'est dit, mais c'est incroyable. Ça s'appelait l'Hortensius. Il s'est dit, mais c'est incroyable. Il faut que je me mette à la philo. Et donc, il a commencé à étudier la philosophie grâce à ça. Vous allez voir, c'est un registre un peu particulier. On a l'impression que c'est Aristote qui essaye de vendre sa came, si je puis dire. Alors qu'en réalité, il ne sera jamais le prof de philo de cet ami-là.
C'est juste qu'il l'invite à goûter quelque chose de différent de ce qu'il connaît. Vous allez voir, c'est en chapitres, c'est en petits chapitres. Je vous conseille, alors je ne sais plus combien il y a de chapitres d'ailleurs. Il doit y en avoir plus d'une vingtaine sûrement. Je vais regarder à la fin quand même. Non, pardon, il y en a 12. Il y en a 12, vous voyez, on a 7 jours qui nous séparent de la prochaine fois. Oh, un jour vous en prenez 2, 2 jours vous en prenez 2, et puis après vous en prenez un par jour. Voilà, et ça voilà, ça pourra vous habiter. Parfois ça ne vous parlera pas du tout, mais c'est pas grave. D'accord ? Une dernière chose que je peux vous dire, si jamais il y a des personnes qui ont des questions à me poser après les cours. Là, à chaque fois je prendrai, on m'a demandé de prendre 15 minutes à peu près à la fin de chaque cours pour des questions directement comme ça, s'il y en a besoin. S'il y en a qui ont des questions pendant la semaine, vous passez par le secrétariat et on me transférera directement vos questions. Et donc je préparerai les réponses pour la prochaine séance. D'accord ? Voilà, c'est plus simple et en plus, moi, ça me permet de travailler un petit peu vos questions et de ne pas vous répondre à l'arrache comme ça. D'accord ? Ça vous va ? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fin de introduction ? À chaud, pas vraiment. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager